Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette intervention sur intelligence artificielle et digitale. La grande question sera avec nos invités, évolution ou révolution. Donc bonjour, je suis Didier Bréchemier, je suis un des senior partners du cabinet Roland Berger en charge du secteur des transports et de la logistique. Et on accompagne nos clients dans toute leur transformation. Et j'ai aujourd'hui la chance sur ce plateau, et comme on est dans le digital, on a 2 personnes en physique et une personne qui nous rejoint et qui est présente en vidéo. Et donc, on a souhaité pouvoir couvrir l'ensemble des utilisateurs de cette transformation, révolution ou évolution. Et donc, autour de la table en physique, Didier Huet, d'un chargeur, et donc un grand chargeur, Valeo. Didier est en charge de l'ensemble de la supply chain pour l'ensemble du groupe, avec son partenaire ou un des partenaires de la logistique, et donc un logisticien, François Bottin, qui est en charge du digital et de l'ensemble des systèmes d'information de Géodis. Et puis évidemment, la nécessité d'avoir un des leaders dans cette transformation digitale et de l'intelligence artificielle avec Vincent Perrin, qui est en charge de toute la transformation des entreprises et du maintien de l'intelligence artificielle notamment et de ses solutions pour le groupe IBM. Avant cela, peut-être quelques propos d'introduction, étant malheureusement consultant, quelques slides. J'ai essayé de retirer des mots, pas trop de chiffres pour faire une rupture, si ce n'est vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Alors de quoi parle-t-on ? Donc c'est vraiment le cœur de ce sujet. On voit, et ça, vous en avez l'habitude, chaque cycle d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années, on a des cycles de, on va dire, de transformation et souvent de rupture. Si on fait le passé, on n'a plus l'habitude que ce soit une rupture, mais les différentes ruptures qui ont été cette phase d'informatisation, de réduction des tailles, de calcul de plus en plus important, les lois de mort, etc., etc. On est dedans, on s'en rend plus compte, mais c'est bien toujours présent. Ça a été une révolution, évidemment, la taille des PC, évidemment, tout ce qui est autour de l'open source et des développements qui ont été accélérés avec des temps de développement extrêmement réduits par rapport à ce qu'on a pu vivre il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Évidemment, notre intelligence artificielle personnelle que l'on possède depuis des années dans notre poche, à savoir, sans faire de notre iPhone, notre smartphone en général, avec des puissances de calcul infinies ou quasiment, et puis on nous parle beaucoup, et donc buzz, pas buzz, jusqu'où allons-nous? Est-ce qu'on en est à un niveau de maturité de cette intelligence artificielle, de cette digitalisation accélérée? Alors vis-à-vis de cela, on a vis-à-vis de la logistique regroupé un certain nombre de thèmes, un certain nombre de sujets. On donnera accès à l'ensemble de ces slides, mais on a regroupé quelles sont les initiatives possibles finalement d'automatisation, de réflexion, d'accélération des cycles à l'intérieur de la logistique. Donc ça touche à la fois des sujets qui vont être liés, le cœur quelque part, au forecasting, à la demande, au pricing, et tout ce que l'on a pu rêver. Beaucoup de choses ont déjà été inventées ou réfléchies il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles peuvent se mettre en place. Donc tout ce qui est lié à la planification, à l'optimisation. L'automatisation, c'est aussi beaucoup un sujet que l'on voit apparaître et qui, en termes d'investissement, a été réduit par 10, par 100 et qui rentre à l'intérieur notamment des entrepôts et qui peuvent être outillés. Digitalisation, connexion, données, c'est des sujets que l'on aura à cœur d'échanger aujourd'hui et sur lequel, évidemment, automatisation est un des sujets clés de cette digitalisation. L'intelligence artificielle va-t-elle ou pas l'accélérer? Troisième sujet, évidemment, c'est on sort de ces entrepôts et on prend en compte tout ce qui est lié au transport, à l'optimisation de ce transport. On descend sur finalement le cœur, le démarrage qui est cette supply chain et cette connexion qui était évoquée dans la table ronde précédente avec l'ensemble des partenaires. Et on retrouve des sujets de traçabilité de données et de prise de décision. Et puis ensuite, on peut remonter vers une meilleure connexion, une meilleure connaissance sur tout ce qui est supply chain, que ce soit avec ses partenaires en tant que chargeur, en tant que logisticien. Et puis, un certain nombre de sujets qui peuvent être liés, encore une fois, à la communication, à la coopération, à l'accélération de cette communication grâce à ce nouvel environnement. Pour en terminer sur un des éléments dont on a
également entendu de nombreux échanges ce matin sur la sustainability, la compliance. Est-ce que ces outils peuvent ou pas, ces évolutions ou ces révolutions peuvent changer le monde de la logistique et de ce transport. Donc on a vu beaucoup de choses apparaître dans les dernières années, beaucoup c'est vrai aux États-Unis en termes de développement, et ici ce ne sont que quelques illustrations de sujets qui ont été traités, et on verra avec nos invités ce qui est fait dans leur écosystème et par leurs entreprises et ce que sont aujourd'hui leurs attentes. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle ou de digitalisation avec cette donnée, on entend aujourd'hui beaucoup parler de GenAI, en fait de langage, et ce n'est qu'un petit bout, un petit morceau, surtout dans des métiers industriels. Ce n'est pas que le traitement de la donnée, mais ça va beaucoup plus loin sur des sujets évidemment de calcul, de machine learning et d'apprentissage, d'auto-apprentissage de ces agents qui peuvent effectivement faire un saut sur certaines décisions. Alors, autre sujet dans le débat, comment les entreprises doivent se lancer sur cette nouvelle innovation? Est-ce qu'elles doivent investir? Est-ce qu'elles doivent co-investir? Est-ce qu'elles doivent attendre finalement qu'on leur fournisse des solutions? Et en fonction de la maturité, de leur attente, de la compétitivité de ce qu'elles souhaitent mettre en place, la question du make or buy va très certainement se poser par les acteurs, et là sera également un sujet qui pourra être d'intérêt pour nous. Donc, en introduction de cette table ronde, la question évolution-révolution passe par, on revient sur quelles sont finalement les attentes des chargeurs, quelles sont les solutions aujourd'hui et les sujets d'innovation pris en compte, développés par les logisticiens pour le compte des chargeurs, mais également pour les logisticiens pour eux-mêmes et améliorer leur propre performance, in fine très certainement au service de leurs clients, les chargeurs, et quelles sont les solutions technologiques, les environnements qui peuvent permettre de mettre en place de la vision à la mise en œuvre un certain nombre de solutions. Voilà ce que l'on a aujourd'hui souhaité. Peut-être, Didier, la première question dans cet environnement qui change, qui évolue, eh bien, comment un groupe comme Valeo a réussi et quels sont les principaux sujets finalement à adresser aujourd'hui? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc au niveau de Valeo, le digital et le déploiement qu'on a commencé depuis plus de 10 ans, maintenant 15 ans, s'est accéléré effectivement avec les changements qu'on a subis depuis 4-5 ans maintenant, pour tout le monde. On a beaucoup travaillé, bien sûr, sur la digitalisation de nos outils, comme vous le citiez, sur toute la gestion de la demande, toute la partie, effectivement, planning, production, traçabilité, suite aux événements qu'on a eus sur l'électronique, suite aux événements qu'on a eus sur les flux. Et on a démarré aussi des solutions innovantes et nouvelles pour nous dans d'autres domaines liés au transport ou la logistique. Ce besoin effectivement de faire face à la complexité, à la variabilité que nous subissons aujourd'hui. Les solutions digitales sont différentes quand vous êtes dans un environnement stable avec une variation de plus ou moins 5%. Par rapport à une situation où vous avez des variations de volume de 30-40% et tous les événements qu'on a aujourd'hui, le dernier en date sur l'événement de la Red Sea. Donc c'est sûr que ça change la donne. Force est de constater qu'on a besoin absolument de solutions digitales accessibles, rapides, simples à mettre en place. Puisqu'effectivement, on ne peut pas attendre 3 ans pour qu'elle soit efficace. Donc, il faut absolument des solutions qui soient disponibles le plus rapidement possible et le plus simple pour, effectivement, former l'ensemble des équipes à ces solutions. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, qu'on a déployé une solution digitale pour gérer nos transports sur demande. On était effectivement très basé dans l'industrie automobile avec des transports protocolés réguliers, plusieurs fois par jour, tous les jours, 2 fois par semaine, avec peu de variations de volume, des taux de remplissage très élevés. Et c'est sûr que quand vous avez un client qui chute d'un seul coup ses besoins de 40%, ça remet en cause
ça remet en cause cette organisation. Donc on revient sur du transport sur demande, qui n'était pas forcément quelque chose de courant dans notre domaine et sur lequel on n'avait pas travaillé sur l'aspect digital, effectivement, d'organisation de ces transports. Donc on a mis en place une solution, Easy4Pro, donc notre partenaire qui nous a aidé justement à normaliser, à standardiser et à sécuriser l'ensemble de ces flux en termes de suivi, en termes de traçabilité, de compliance surtout, hein, pour travailler avec nos fournisseurs partenaires et les prestataires. Et ça a été très efficace parce que ça nous a permis effectivement de mettre sous contrôle toute une activité qui globalement a augmenté d'environ 20-25% effectivement sur les 5 ans. C'est significatif hein, sur notre échelle et du coup a permis de remettre sous contrôle effectivement l'ensemble de ce flux autour d'un outil vraiment collaboratif. Et c'était ça qui était essentiel effectivement, d'assurer cette collaboration entre tous les acteurs de la supply chain. Didier, merci beaucoup. Et donc peut-être, est-ce que François, face à cette évolution en termes d'urgence, est-ce que c'est finalement un signal que vous avez perçu et quelle est la réponse qu'un groupe comme Géodis a mis en place pour pouvoir justement récemment gérer ces sujets de prédiction, d'urgence liés à la logistique et au contexte géopolitique actuel? Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, je vais rebondir sur l'élément qui vient d'être dit sur l'augmentation de l'incertitude autour de la logistique et donc quelles solutions on peut apporter à nos clients. Donc nous, on a lancé une approche complètement orientée data il y a 3 ans avec une architecture de mise en place d'une data platform. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir un management d'exception pour pouvoir plus rapidement réagir à des changements que personne n'avait anticipés. Donc cette data platform, elle nous permet de récupérer toutes les données de nos applications métiers et donc ensuite de les utiliser pour apporter un meilleur service aux clients. Donc je vais prendre un exemple qui est aussi un exemple qui parle à tout le monde. C'est aussi ce qui s'est passé avec le Covid. Donc quand il y a eu le Covid et la distribution des vaccins, je pense que vous vous souvenez tous que c'était extrêmement tendu sur les flux logistiques. Et donc nous, Géodis, on avait en charge la distribution des vaccins Pfizer pour l'ensemble du territoire français. Et donc on recevait dans un de nos entrepôts la totalité des vaccins qu'on distribuait tous les jours dans 45 centres de distribution sur tout le territoire. Et de ces 45 centres, ensuite, les vaccins étaient distribués par les autorités sanitaires ou les pompiers dans les centres de vaccination. Le délai entre le moment où les vaccins partaient de notre entrepôt et où ils devaient être injectés était limité à 5 jours, puisque c'était la durée de validité des vaccins à un niveau de température qui était à l'époque sur la température d'un frigo, donc à peu près 5-6 degrés, c'était ce qu'on avait dans nos camions. Et donc l'information était disponible. On avait des boîtiers IoT qui, dans l'ensemble des camions, prenait le relevé de température toutes les 3 minutes, je crois, et donc pouvait l'envoyer. Mais le truc, c'est que ces données n'étaient pas certifiées, et donc il y en avait trop. On envoyait la totalité des informations, et ensuite, quand les vaccins étaient réceptionnés dans les centres de vaccination, il y avait toute une procédure de contrôle pour récupérer les données de température, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'écart par rapport à ce qui pouvait remettre en question la validité des vaccins. Et ensuite, on avait un échange entre les centres réceptionnaires et nous, pharmaciens, à nous, dans notre centre Géodis, pour discuter d'éventuels écarts. Ça prenait du temps et ça pouvait prendre jusqu'à 12 heures. Entre le moment où le camion partait de notre entrepôt et le moment où il y avait un go qui était donné au centre de livraison pour les distribuer sur les centres de vaccination, on perdait 12 heures parce que c'était 12 heures en fait d'échange, de vérification, alors que dans la plupart des cas, dans plus de 99% des cas, il n'y avait aucun problème. Les vaccins avaient été maintenus à une température qui était la température prévue et certifiée, donc il n'y avait pas de problème. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une gestion de l'exception, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut qu'on communique donc à nos clients, le client en l'occurrence étant les centres de vaccination, enfin les centres de distribution de l'ARS, uniquement l'information importante. Et l'information importante, c'est laquelle? C'est celle qui dit il y a eu un écart de température sur cette livraison-là, donc là, attention, on sort les vaccins de la chaîne de distribution parce qu'il ne faut pas les injecter. Et donc, on a mis en place une solution assez rapide du fait qu'on avait cette data platform en place
pour en fait certifier les données, les relevés de température avec une blockchain qu'on a fait d'ailleurs avec IBM, un partenaire IBM, pour s'assurer que les informations étaient donc certifiées par cette blockchain. Et donc, à l'arrivée, quand nos camions arrivaient dans les centres de distribution, il y avait uniquement via une application qu'on avait fait ad hoc, mais qui était une application très facile à faire, c'était uniquement les relevés de température et mettre en avant l'écart. Et c'était uniquement l'écart qui était suivi. Et donc, en faisant ça, on a gagné quasiment en moyenne 8, 9, enfin presque les 12 heures, j'ai envie de dire, sur les 5 jours de distribution du vaccin. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vraiment cette approche de l'exception management. Aujourd'hui, des données, on en a partout, on en a trop. On va être capable, avec les technologies qu'on a mis en place, de tout pousser à nos clients, de faire de la visibilité temps réel, ce qui est un des use cases classiques de la logistique depuis des années. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est intéressant pour nos clients, c'est d'avoir la donnée qui va être celle qui va impacter leur plan de transport ou leurs opérations pour qu'ils puissent ajuster leur logistique de leur côté. Donc voilà l'approche qu'on a mis en place. Très clair. François, donc ce qu'on voit, c'est donc quelque part, adaptation, réduction du temps et pertinence finalement de l'information vis-à-vis de son client. Vincent, par rapport à tout ce qui a été évoqué, est-ce qu'on est sur une goutte d'eau, une vaguelette dans cette transformation? Est-ce qu'on est dans une phase de buzz ou est-ce qu'il y a réellement, comme on le voit là, des innovations importantes? Et comment vous voyez finalement la mise en place de ce type de solution dans un écosystème industriel complexe comme celui de la logistique? Alors on est définitivement, et c'est sûr, dans une nouvelle vague. Alors tu l'avais très bien explicité dans ton slide, l'intelligence artificielle, c'est pas apparu il y a un an avec l'arrivée de ChatGPT, ça existe depuis un certain nombre de temps et je pense que dans la salle, vous en utilisez, même peut-être comme Monsieur Jourdain sans le savoir, depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que vous êtes un gros fournisseur et un gros générateur de données. Et l'intelligence artificielle, j'aime bien utiliser une bijection, ça me rappelle mes cours de mathématiques, il faut de la donnée, parce que pour apprendre, il faut avoir un historique et des historiques de données. Donc une intelligence artificielle ou un mécanisme de machine learning va se sourcer de données. Mais on a aussi vu que dans un cadre de forte génération de données, seul aujourd'hui l'IA va être capable de valoriser cette donnée pour être capable de trouver des signaux faibles et derrière de déclencher des actions potentielles. Donc l'intelligence artificielle, vous en faites déjà, on parlait de demand forecasting par exemple, gestion de la maintenance prédictive de systèmes et autres, c'est déjà des choses qui sont extrêmement usitées. Pourquoi on parle de nouvelle vague? Et pour moi, c'est une vague qui va durer dans le temps, elle est vraiment transformationnelle, ce n'est pas juste une hype, c'est ce qu'on a appelé l'IA générative. Si je le prends de manière holistique et je sors un peu du monde de la supply ou de la logistique, aujourd'hui, il y a un tiers des entreprises qui ont déjà expérimenté dans des processus métiers, et pas pour faire joujou, mais dans une refonte de processus métiers ou d'automatisation l'IA générative. Et globalement, les CEO d'entreprise disent qu'ils veulent investir de manière significative dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas remplacer tout ce qu'on faisait avant, ça vient compléter. Et ça vient compléter avec une vague, et on remercie entre guillemets ChatGPT parce que ça a amené ça au grand public et ça a permis au grand public, que l'on est tous, d'imaginer de nouveaux cas d'usage. Et c'est intéressant, quand j'en discute avec mes clients, IBM est un acteur de l'IT, on parlait historiquement très fortement au DSI. J'ai jamais autant parlé à des entités légales, à des entités financières. Pourquoi? Parce que l'IA générative, si je fais une petite parenthèse technique, ça ouvre de nouveaux cas d'usage qu'on ne connaissait pas pour traiter de la donnée non structurée. Alors si je fais le parallèle avec la donnée structurée, c'est celle que vous pouvez mettre dans des lignes et des colonnes, le fichier Excel par exemple, celle que probablement vous générez, on parlait de température tout à l'heure, c'est une donnée structurée. La donnée non structurée, c'est celle qu'on utilise tous, et principalement le langage. Et l'IA générative, elle amène la capacité, et c'est pour ça qu'on parle d'IA générative, de générer du contenu, mais elle aussi amène la capacité à comprendre beaucoup mieux le langage humain et potentiellement à interagir avec celui-ci. Donc ça ouvre pléthore de nouveaux cas d'usage dès qu'on a cette thématique-là. Gardez-le en tête pour demain. Si vous avez un fort volume de données non structurées, l'IA et l'IA générative peuvent vous aider. Je donne quelques exemples. Dès que j'ai des contrats, j'ai un contrat avec un fournisseur, je dois être capable de l'analyser, de le résumer, de le synthétiser pour potentiellement mieux interagir avec lui. On parlait de demand forecasting et autres qui peuvent être des outils ou des données qui sont
à la fois sourcer de données structurées, mais aussi de données non structurées, des événements géopolitiques, de l'information météorologique et autres, où je vais pouvoir aider le collaborateur à choisir ou à atténuer les risques qui peuvent être faits sur tel ou tel fournisseur. Et ça, c'est un élément fondamental, l'aider aussi à interagir avec le système. Interagir avec des données, il faut être, alors si on est très très fort, un data scientist, un data analyst, et comprendre très bien le métier, mais la plupart du temps, quand je veux interagir avec un humain, je ne vais pas lui parler en chiffres, je vais lui parler en lui posant une question. Quelles sont les grosses tendances aujourd'hui qui peuvent impacter la demande de fourniture sur tel ou tel segment? Donc, je vais m'exprimer de cette manière-là. L'IA générative, elle va permettre de comprendre ce besoin-là, de s'intégrer avec les données de tout l'écosystème. Et la remarque de Géodis sur la notion de data platform est fondamentale. C'est qu'à un moment, il faut aussi avoir une donnée de qualité, une donnée consolidée que je vais pouvoir être capable de faire. Mais je vais pouvoir capitaliser dessus. En bon anglais, je vais pouvoir la leverager dans mon organisation, la valoriser, mais la valoriser de manière simple pour l'utilisateur. Merci beaucoup Vincent. Alors, peut-être Didier, si on revient finalement aux attentes du chargeur, d'un grand chargeur comme vous l'êtes, quelles sont les attentes que vous pouvez avoir en termes d'innovation et d'intelligence artificielle pour pouvoir finalement mieux traiter vos propres clients? Oui, je pense que c'est effectivement l'attente de tout le monde, c'est le traitement des données, l'analyse et l'aide à la décision derrière qui doit être de plus en plus rapide. On est effectivement aujourd'hui dans un environnement très fluctuant. C'est le nouveau standard. Voilà, faut travailler avec ça. On a adressé effectivement un grand nombre de données. Je dirais même il y a un triptyque, c'est-à-dire c'est un grand nombre de données à traiter. C'est la collaboration entre beaucoup de partenaires sur la chaîne logistique. Et puis cette notion de temps réel, parce qu'effectivement les événements changent très vite. On a l'habitude en logistique, tous les jours il y a quelque chose de nouveau, donc on a l'habitude. Mais je dirais cet ensemble de trois fait qu'effectivement ça complexifie l'interface avec les personnes. Et on a besoin effectivement de leur apporter de plus en plus des outils d'aide à la décision et au traitement de ces données. Et c'est ça qui est essentiel. Alors, ça questionne effectivement sur la qualité et la fiabilité des données, parce que c'est pas parce que vous mettez de l'IA, si vous partez sur des données qui sont pas bonnes et pas fiables, parce que vous en sortez, ça sera pas fiable du tout, quoi. Donc c'est là le danger effectivement de l'IA aussi, c'est de bien maîtriser ce qu'on y rentre. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose d'essentiel, et d'avoir vraiment cette traçabilité effectivement sur ce flux de données et ce flux d'informations. Et puis quand on parlait collaboration, on a encore aujourd'hui beaucoup de problèmes d'interface entre partenaires, de connexion entre les systèmes, etc. Donc je pense qu'il y a déjà toutes ces étapes-là à finaliser avant d'aller beaucoup plus loin. Et c'est déjà essentiel, et on s'en est aperçu effectivement de ces problèmes d'interface pendant cette période très compliquée. Donc finalement, comme tout va toujours plus vite, ce besoin de traçabilité et d'information, vous en avez toujours besoin, et a priori, ce n'est pas toujours à 100% le cas. Alors peut-être, François, finalement, Géodis, qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à l'attente de ces clients en termes de fiabilité, qualité des données? Jusqu'où pouvez-vous aller, ou jusqu'où êtes-vous allé aujourd'hui? Alors, ça, c'est un point vraiment extrêmement important, parce que, évidemment, tout le monde va comprendre que si une mauvaise donnée est rentrée dans un système d'IA, le système va donner des préconisations fausses. Mais en fait, il y a aussi le fait que si on se trompe une fois ou deux fois, on perd la confiance des métiers ou des clients. Donc, c'est hyper important qu'on garantisse cette qualité. Donc, nous, ce qu'on a mis en place pour assurer ça, et donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui prend du temps, c'est que, en fait, on est parti de l'hypothèse de toutes les données donc toutes les données qui sont à disposition dans notre data platform, elles doivent répondre à plusieurs critères. Le premier, c'est qu'on les prend dans les applications sources. On va aller chercher dans les différentes applications métiers. Donc, une donnée financière va venir d'un ERP, une donnée commerciale de l'outil de CRM, etc. Parce qu'il y a un des travers qu'on peut avoir quand on va essayer de monter une data platform, c'est que les équipes IT vont dire
On a déjà des différentes BI à droite, à gauche qui ont été montées depuis plusieurs années. On a déjà fait ce travail de qualité, de normalisation des données. Donc, chargeons la nouvelle data platform avec ces data qui viennent de petits data layers ou ce genre de choses. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose à éviter parce qu'en fait, ces données-là, elles sont généralement pas documentées, elles sont aussi transformées par des processus que pas forcément tout le monde a en tête. Donc, nous, on a vraiment dit, le prérequis, c'est on part des sources et ensuite, on est capable, entre l'application source et le KPI final dans un dashboard de mesure de la performance, d'expliquer la totalité du parcours, enfin du voyage de la donnée. Donc, évidemment, elle est transformée dans notre data platform. Elle est mise en cohérence avec des référentiels groupes. Donc ça, c'est aussi évidemment important d'avoir une approche MDM, Master Data Management, pour quand on est, je pense que c'est un peu le lot de tous les logisticiens. On est sur des systèmes d'information plutôt hétéroclites, composés de différents systèmes. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui a un système centralisé avec un seul outil. Donc, on a cette problématique de Master Data Management et de s'assurer que tout est mis à un standard groupe. Donc ça, c'est les premiers éléments. La deuxième, je rebondis aussi sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'on est sur un domaine qui est extrêmement fragmenté en termes d'acteurs de la supply chain. Il y a des très gros, mais il y a surtout beaucoup de très petits avec qui tout le monde travaille. Donc, on va avoir besoin aussi de standardisation. Donc, on a aussi essayé de lancer des initiatives autour de ça pour faciliter les échanges de données avec nos partenaires. Notamment avec une approche qui est une extension du modèle que IATA a mis en place pour l'aérien qui s'appelle One Record, qui est une standardisation des échanges liés à la partie aérienne, fret aérien de la logistique. On a pris ce modèle-là et on essaye de l'étendre au reste de la supply pour en faire un standard à partager avec d'autres acteurs de la logistique. Donc ça, c'est la partie standardisation. Et après, une fois qu'on a ça et où on a la confiance des clients ou de nos utilisateurs internes sur la qualité de la donnée, ce qui est important, c'est d'avoir une gouvernance qui assure cette qualité dans le temps. Et ça, on rentre sur quelque chose qui nécessite une mobilisation des métiers, puisque la qualité de la donnée, comme ça a été dit aussi, c'est pas une problématique IT, c'est une problématique business. Et donc, on doit avoir un réseau de data stewards ou de data owners qui sont en charge pour leurs applications respectives d'en assurer la qualité. Ça, c'est aussi un gros travail, pas forcément simple, parce que ça s'ajoute au quotidien de gens qui jusqu'ici ne travaillaient pas sur ce type de problématique. Donc, il y a vraiment un besoin d'accompagnement et aussi au niveau RH pour expliquer que ça fait partie maintenant de leur mission et de leur fonction. Donc ça, c'est un autre élément. Et le dernier, j'ai envie de dire, c'est que si on veut être prêt à tirer toute la puissance des nouveaux outils autour de l'IA, etc., il faut aussi que la data platform, elle soit performante et elle n'ait pas de contrainte d'historisation des données. Parce que les modèles d'IA, en fait, la force de ces modèles-là, c'est l'apprentissage. Au plus, ils vont avoir des données pour apprendre, au plus, ils vont être efficaces et performants. Si on a un historique de 2 ans de données, ce qui était le cas avant, parce qu'on avait des contraintes techniques ou autres, donc on va avoir des modèles qui vont apprendre sur 2 ans de données. Et ça, pour la plupart des cas logistiques, ça ne suffit pas. Donc, ce qui est important, c'est qu'en termes d'architecture, quand on se lance dans la mise en place d'une data platform, il faut tout de suite se dire qu'on va partir sur le maximum de profondeur de ce qu'on peut récupérer au niveau des applications pour pouvoir avoir des historiques qui permettent au modèle d'être plus pertinent que si on les fait tourner sur 1 ou 2 ans. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est rendu aussi possible par les dernières évolutions de la technologie. Donc, alors qu'avant, c'était vraiment une des contraintes principales. On était obligé d'échantillonner, on était obligé de faire ce genre de choses. Ça, il faut essayer de s'en affranchir pour pouvoir avoir les modèles les plus pertinents. Merci François. Vincent, peut-être justement de manière plus globale, puisque vous voyez l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on voit beaucoup de cas d'application, on voit que le sujet c'est la data, mais finalement, à quoi sert-elle? Pour vous, quelle est la maturité dans la logistique de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et on entend dire que tous les 3 mois, tous les 6 mois, les choses sont à chaque fois en rupture dans les fameux agents qui calculent, etc. Voilà, mythe ou réalité, où en sommes-nous dans la logistique? Alors je pense que tu évoques les modèles qui évoluent. Et si je prends les large language models par exemple, qui évoluent de manière extrêmement importante, et je pense que si vous lisez un tout petit peu la presse, ça passe même aux 20 heures, ce qui prouve quand même un peu le côté très consumer de la chose.
là, on est sur une vague et je vais l'aborder dans un deuxième temps. Mais si je prends l'IA de manière holistique, je pense qu'il y a plutôt une forte maturité. Et quand j'écoute le discours de François sur le recul à avoir sur l'infrastructure de la donnée, sur la fraîcheur, sur la qualité, sur la confiance, et je reviendrai sur ce terme dans quelques instants, parce que pour nous, il nous est cher sur une saine adoption de cette technologie et donc toute une approche sociétale de ce type de technologie. Étant un domaine qui crée énormément de données et qui a ce besoin de réactivité qui a été bien spécifié, vous êtes un des domaines sur lequel on est déjà passé à l'échelle. Si je prends toute la partie optimisation sous contrainte, de la supply, de la demande et autres. Là où on est beaucoup plus dans une phase d'expérimentation, mais pas que dans votre domaine d'activité, mais de manière un peu globale, c'est les nouveaux cas d'usage périphériques amenés par l'IA générative. Et là, on est avec énormément d'acteurs, sur énormément d'industries, à dire ok, quels sont les bons cas d'usage qui vont amener une réelle valeur. Un acteur tel qu'IBM, on n'est pas là juste pour vous proposer de faire des expérimentations sur quelques semaines ou quelques mois. Notre vision, c'est d'amener l'IA dans l'entreprise pour la transformer, pour l'aider à être plus productif à travers de ses collaborateurs, pour mieux servir ses clients, bref, amener de la valeur. Et la valeur, elle passe par une capacité à passer à l'échelle. C'est là où la notion de données elle est fondamentale. Si je n'ai pas des bonnes données, je ne pourrai pas passer à l'échelle. Mais en plus, il faut que j'ai des cas d'usage qui soit pertinent d'un point de vue économique. Parce que même si vous avez, je pense, pour un certain nombre d'entre vous, joué avec ce type de technologie, ce n'est pas des technologies qui sont non onéreuses, je vais utiliser ce terme-là, parce qu'elles demandent beaucoup de puissance de calcul, parce qu'elles demandent aussi de la donnée, qu'elles demandent en partie un peu d'expertise, qu'elles ont une empreinte environnementale non négligeable. Donc il faut avoir le bon cas d'usage basé sur cette technologie-là. Et donc ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est quelles sont les bonnes expérimentations, et surtout dans l'expérimentation, ne pas s'arrêter à la phase de magie, mais bien valider qu'on va pouvoir passer à l'échelle. Passer à l'échelle d'un point de vue technique et passer à l'échelle d'un point de vue confiance, parce que ces systèmes-là, ils sont de plus en plus impactés dans des systèmes critiques. On parlait tout à l'heure des vaccins, et je pense que la supply et la logistique, vous êtes vraiment au cœur de cette chaîne de valeur et de la criticité. Et il faut donc forcément que les utilisateurs, logisticiens, suppliers, aient confiance dans le système, aient confiance dans la proposition de décision qui est prise par ça, voient la valeur que ça va avoir à l'aider. Donc dans toute cette phase d'expérimentation, on a beaucoup de change management. C'est vrai que dans les projets IT, on parlait beaucoup, il faut faire du change management, Moi, je l'ai trop vu dans ma carrière en disant « ouais, on va le laisser de côté, les utilisateurs vont y arriver ». Là, ne le négligez pas, et peut-être ne le négligez pas encore plus, parce que ça a aussi des impacts. Ce que disait un de nos très grands clients dans un autre domaine qui est la finance, c'est 100% des lignes métiers vont être impactées par l'IA. Et alors, on ne peut pas lire, mais on pourrait même dire 120% maintenant avec l'IA générative, ce qui veut dire que ça va transformer le quotidien de chacun d'entre nous sur les tâches qu'on va faire, donc intrinsèquement sur la valeur qu'on va amener et comment on va interagir avec ce type de solution. Donc ça sert aussi à ça, et on est dans cette phase-là d'accompagnement, d'acculturation, et merci de m'avoir invité pour en discuter, mais sur cette technologie-là, comment elle va nous changer. Mais alors justement, Vincent, moi je suis une entreprise, j'ai une taille petite, moyenne, grande, mais dans un secteur dans lequel les marges ne sont pas non plus infinies. Vous évoquez que c'est un investissement, que ça va toucher le social. Est-ce que je dois être ce que tu avais évoqué, est-ce que je dois être un créateur ou un consommateur? Est-ce que je dois le faire moi-même ou est-ce que je dois attendre si j'étais IBM, je dirais allez-y tout de suite, tous et maintenant, peut-être. Mais quelle doit être pour un dirigeant aujourd'hui la logique et la gestion de ce risque entre compétitivité et puis un investissement dans lequel je n'ai pas forcément de garantie d'un résultat à court terme? Alors, ne prenez pas dans un sens de risque. Je l'ai mis en avant sur les thématiques des utilisations. Réfléchissons plutôt en termes d'opportunité. Le message que je vais passer, c'est oui, il faut y investir, et il faut investir maintenant du temps, de la compréhension, et de voir aujourd'hui vos processus de manière holistique. Où est-ce que certaines tâches vont pouvoir être automatisées, accélérées, fiabilisées, simplifiées par l'usage de cette technologie, et ne la regardez pas que sous le prisme IA générative, mais le regardez bien de manière holistique, en complément de ce que vous avez déjà fait, parce que je pense que vous en avez déjà fait, vous en avez fait déjà beaucoup.
Mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'y mettre pour ne pas prendre du retard par rapport à d'autres acteurs, de ne pas se faire disrupter par des plus petites organisations qui utiliseraient ces approches de digitalisation de manière globale. Après, la question peut être comment je m'y prends. C'est là où l'expérimentation elle est intéressante. C'est donc ne pas être dans une approche de cycle en V avec des projets extrêmement larges, mais prendre des cas d'usage, les avoir analysés, et des acteurs tels qu'IBM, mais on n'est pas les seuls. On réunit différentes équipes pluridisciplinaires, IT, extrêmement métier, voire même clients qu'on intègre dans la discussion, en disant, si je le fais de manière un peu directe, quel est mon dream, qu'est-ce que je rêverais de vouloir avoir. Puis après, on regarde, est-ce qu'on est capable de le faire. Et on l'expérimente, on le teste, on le valide, et après, on le passe en production. Mais il faut le faire maintenant parce que ça va très très vite. Et il faut, et c'est ces points que tu évoquais dans la préparation, mon approche c'est l'IA au sens large et encore plus l'IA générative, elle va fondamentalement bouleverser nos organisations en termes de création de valeur. L'injonction qu'on a faite l'année dernière à nos clients, c'est soyez des créateurs de valeur en exploitant cette technologie, en exploitant les données que vous avez dans votre organisation et ne déléguez pas ça à un tiers. Parce que si vous déléguez ça à un tiers, intrinsèquement, c'est lui qui va prendre la valeur et vous ne serez qu'un consommateur de cette valeur. Alors, si je le prends en sortant du monde de la logistique, la démarche qu'on a sur les modèles d'intelligence artificielle, c'est de dire ne résumez pas une stratégie d'intelligence artificielle à j'ai un acteur qui me propose une boîte noire quelque part et puis je vais l'appeler et j'aurai un résultat. Non, comprenez la technologie, intégrez vos données dans cette technologie, maturez vos équipes, réfléchissez au cas d'usage, et ensuite maîtrisez-la en interne. Alors pas forcément sur toute la chaîne, on n'est pas tous à faire développeurs de logiciels et autres, ça n'a pas de sens. Il faut laisser chacun des acteurs, mais bien maîtriser, bien comprendre. Et ça c'est un élément important quand on parlait d'écosystème tout à l'heure. Dans l'IA, il y a aussi une forte promotion par un grand nombre d'acteurs d'une approche d'open innovation, parce que c'est un monde qui va très vite. Savoir quels vont être potentiellement les bons acteurs qui vont émerger demain, c'est pas forcément trivial. Donc d'être dans cette approche open et open innovation est fondamental pour y intégrer un écosystème le plus large possible. Ouais, très, très clair et complexe à la fois, de pouvoir effectivement se dire j'ai des investissements, j'ai des nouvelles expertises en termes d'investissement, en termes aussi en ressources humaines dans mon entreprise, au-delà des métiers qui vont changer. François, où en êtes-vous finalement dans votre roadmap AI, au début, au milieu, à la fin, et puis peut-être quels sont des exemples que vous avez aujourd'hui mis en œuvre, et puis si vous pouvez le dire, parce qu'on est quand même dans un environnement toujours concurrentiel, est-ce que vous avez des Blue Dream non encore développés et qui pourraient arriver prochainement? Alors, je suis complètement aligné avec ce qui vient d'être dit. Et alors, en fait, nous, donc la data platform est prête, on a ces données disponibles, donc on a fait le travail de fond qui permet maintenant d'adresser les cas d'IA. Et donc, il y a un petit paradoxe qui est, il faut effectivement aller vite parce que tout va vite, mais d'un autre côté, on est dans un mode où on veut prendre le temps de réfléchir au cas qu'on va mettre en place, pour pas être non plus dans un mode un peu panique après le buzz qu'il y a eu depuis un an sur le sujet, par exemple, du GenAI. Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en grossissant le trait, mais il n'y a plus de contraintes IT à faire ces sujets-là à partir du moment où vous avez une data platform. Donc, il faut prendre le temps de se poser avec les métiers, de se dire quel est le use case qui fait sens. Parce que les use cases de la logistique, ça a été dit aussi en introduction, ils existent depuis 60 ans, ils ne sont pas nouveaux, ils sont même pour la plupart ceux qui sont enseignés dans les facs ou dans les écoles de stats, aux data scientists. J'ai une flotte de camions, il faut que j'optimise le chargement, j'ai un entrepôt, j'optimise les stocks, etc. Ça fait des années qu'il y a ça, mais avant, ça restait très théorique parce qu'il n'y avait pas la puissance. Aujourd'hui, il y a la puissance. Et si vous avez la data disponible, rien ne vous empêche de faire le case. Donc, si on prend les 50 ou 60 cases que tout le monde connaît, pour nous, Géodis, en tant que logisticien aujourd'hui, et pour nos clients, lesquels sont les 3, 4, 5 qui ont le plus de sens à lancer aujourd'hui. Donc, c'est là où on a une approche vraiment très, très orientée business partner, donc sur des méthodes agiles assez classiques, mais qui là prennent vraiment tout leur sens pour discuter avec les métiers, pour comprendre en fait où est-ce qu'il y a un problème et pas quelle est la solution. Pour rebondir sur le point des partenaires technologiques, on a aussi la volonté de prendre le temps d'observer ce qui se passe au niveau du make or buy,
parce qu'on ne veut pas la partir maintenant tout de suite avec un des partenaires qui va arriver avec des solutions qui mettent des étoiles dans les yeux des différents business en disant vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez analyser tous vos documents en temps réel, etc. Ok, mais quel est le problème que vous voulez résoudre? Et on le prend sous cette approche-là. Et quand on a un problème à résoudre, là, on peut travailler avec des partenaires pour nous aider. Mais on ne veut pas se retrouver non plus, pour dire les choses clairement, encore plus dépendant de certains gros qui évidemment ont des puissances d'investissement phénoménales sur ce qui est en train de se passer. Et donc nous, on a aussi besoin de garantir une indépendance par rapport à ça et de ne pas se retrouver après avec des coûts qui peuvent exploser. Donc ça, c'est le make or buy. On est aussi en train d'observer, sachant qu'en plus le marché observe aussi, parce qu'il y a certains éditeurs qui avaient, il y a un an, commencé à dire qu'ils allaient implémenter leur propre GenAI dans leurs outils, et puis finalement, ils se sont dit, bah non, finalement, l'investissement ne vaut pas le coup, donc on va implémenter le ChatGPT dans le soft en tant que tel. Donc s'il y a un an, on avait décidé de partir avec un de ces éditeurs, bah en fait, il y aurait eu un changement en cours de route. Donc, ce n'est pas uniquement nous, en tant que DSI, qui prenons le temps de réfléchir, c'est aussi le marché qui, aujourd'hui, n'est pas encore stabilisé. Et il y a un point aussi super important, c'est la partie, donc, ce qui a été évoqué aussi, la partie FinOps, parce que ces technologies-là, si jamais on ne les met pas sous contrôle, alors là, ça peut être une catastrophe en termes de coûts non maîtrisés et non anticipés. Donc, dans ce qu'on a mis en place, avant, en fait, dans la promesse d'ouvrir aux différents métiers l'accès à ces datas pour qu'ils puissent eux aussi travailler sur des use cases en méthode itérative et tout, on a vraiment fait en sorte de s'assurer qu'on ne peut pas avoir de mauvaises surprises parce que quelqu'un, dans un endroit de notre organisation, va se mettre à développer quelque chose qui va consommer du compute sur un niveau stratosphérique, et derrière, ce qui arrive sur ce type de solution, c'est directement la facture. Donc ça peut être un gros souci pour ces organisations-là. Donc c'est à la fois, voilà, il faut qu'on aille vite, on est dans un mode aussi, on observe et on essaye de qualifier au mieux les problèmes que ces nouveaux outils vont nous permettre de résoudre. Et alors des exemples, ouais, je peux en citer un sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est assez, je pense, déployé dans notre domaine, c'est la réponse aux appels d'offres. Donc les appels d'offres, on est sur, donc nos clients nous envoient des appels d'offres, c'est généralement des documents assez lourd, et puis jusqu'ici on avait des équipes qui dépilaient tout ça, qui l'analysaient, on voit plusieurs centaines de pages effectivement, et puis après qui répondaient. Donc la réponse aussi est assez lourde, et en fait ce qui se passe on revient à la volatilité de la supply depuis 2-3 ans, et bien en fait les prix sont tellement volatiles que les clients ont raccourci la période des appels d'offres. Avant on était sur des tenders qui font 3-4 ans, et puis là ça devient de plus en plus court. Donc nous derrière il faut qu'on réagisse. Et donc, on était limité par la capacité humaine de répondre à ces appels d'offres. Et donc, on a mis en place une solution GenAI qui pré-remplit une réponse avec toutes les informations qui sont disponibles dans nos bases documentaires, dans nos systèmes internes Geodis, et qui ne sont pas des informations à forte valeur ajoutée. C'est dans un appel d'offres, il va y avoir qu'est-ce que fait votre entreprise, c'est quoi les résultats sur tel trade l'année dernière, si c'est un appel d'offres sur un trade de freight forwarding précis, ce genre de choses. Tout ça, ça peut être très long à récupérer, mais en tant que tel, dans la réponse qu'on fait à un de nos clients, ce n'est pas hyper pertinent. Donc ces informations-là, on les automatise pour que les appels d'offres ensuite soient, on va dire, remplis. L'objectif qu'on a, c'est 80% des infos soient récupérées par une IA. Et ensuite, nos équipes actuelles vont se focaliser sur le 20% d'informations qui, là, ont du sens parce qu'on prend le temps de rendre la réponse pertinente par rapport aux besoins qui a été communiqué dans l'appel d'offres. Et donc là, on rejoint l'élément qui est... c'est pas je suis assez convaincu qu'on n'est pas dans une situation où les gens vont être remplacés par des IA dans la plupart du temps. Là, c'est des gens qui vont travailler différemment parce que les IA vont faire une partie du job et qu'on va pouvoir concentrer l'humain sur des tâches à valeur ajoutée plus forte. Et l'exemple des réponses aux appels d'offres, il est assez significatif parce que nous, l'objectif qu'on a, c'est à la fois de répondre de manière plus pertinente à un client, mais aussi d'être en capacité de répondre à plus d'appels d'offres, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à tout ce qu'on reçoit, ce qui est assez paradoxal. Et
Et voilà, ça c'est. Merci François, on est vraiment sur un sujet de performance économique et d'adaptation de cette flexibilité, Didier, que vous évoquez. Bon, en attendant que les deux robots, celui de Valeo et celui de Geodis, discutent pour arriver à la conclusion du contrat, Didier, quels sont pour vous, pour Valeo, finalement, les principaux risques ou freins à la mise en place de l'intelligence artificielle et à toutes ces innovations? Si on parle des risques, le risque le plus important, c'est la protection des données. C'est comment on protège les données de nos clients, qui sont confidentielles, les données de nos fournisseurs, les données de nos partenaires aussi, logistiques. Donc on a effectivement cette obsession de protéger l'ensemble des acteurs de la chaîne contre, bien sûr, les cyberattaques. Hein. Donc l'aspect cybersécurité, elle est essentielle. Et donc ça, c'est un frein indispensable, parce qu'il faut effectivement protéger, verrouiller l'accès à toutes ces données qui sont colossales, qui vont nous permettre effectivement d'accélérer un certain nombre de processus, de travailler intelligemment avec ces données. On approvisionne chez Valeo 50 milliards de pièces par an. Okay. Effectivement, c'est beaucoup de données avec l'ensemble de nos partenaires. Et c'est essentiel, effectivement, avant d'avoir des progrès sensibles, de garantir effectivement cette protection. Pour moi, c'est le premier critère, c'est sûr. Un peu, hein, je passais le nœud gordien, mais finalement, besoin de ces données, mais besoin de protection de ces données avec de multipartenaires. Donc peut-être quelque part le mot de la fin. Déjà, merci beaucoup pour tout ce partage extrêmement riche, Didier, Vincent et François. Moi, ce que je retiendrai en observateur et finalement en travaillant avec nos clients, comme vous l'évoquez un peu dans les challenges, évolution, oui, mais finalement on a déjà les use cases, donc ça signifie quand même pour les entreprises de quelle est ma vision, quel est mon investissement et mon opportunité finalement. Donc là, finalement cette première étape. La deuxième, lié à ces données, oui, mais protection, cyber et partage. Et dernier point qu'on entend sur cette table ronde, mais sur beaucoup, et pas que dans votre secteur, mais dans beaucoup de secteurs finalement avec de nombreux partenaires, c'est coopération. Et donc quel cadre pour cette coopération? Donc l'aérien, effectivement, de par leur multitude d'acteurs, mais pas infinie et moins importante que celle de la logistique, a mis en place par IATA des normalisations. On revient toujours à ce sujet de coopération, que ce soit sur la donnée et puis finalement derrière sur l'action. Donc oui, finalement, intelligence artificielle dans la logistique, c'est peut-être pas une révolution, mais on s'aperçoit quand même, et l'exemple de François sur la réponse à des appels d'offres montre quand même qu'en termes de compétitivité entre l'acteur qui est capable de le faire et celui qui n'y est pas, celui qui n'est pas capable de répondre à 100% des appels d'offres alors qu'il a la capacité technique derrière pour y répondre, on s'aperçoit que finalement, c'est une rupture extrêmement importante, même si c'est peut-être pas une révolution, ça semble être réellement une révolution importante qui est face à nous, face à vous, avec quand même beaucoup d'incertitudes sur la manière de pouvoir le mettre en place. Donc merci beaucoup pour ces échanges. Merci à la salle d'être là aujourd'hui. Excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.